David Roussel réside dans les environs de Bagne. Il vient régulièrement à Toulon pour y voir sa famille du côté maternel durant son enfance, famille rapatriée d'Algérie. Il est lui-même originaire du nord-est de la France, et plus précisément de Troyes. Après des études scientifiques, il devient directeur de restaurant jusqu'à l'âge de 30 ans, tu as maintenant 45 ans, puis co-dirigeant d'Hypermarché. Il est le président d'un cercle de réflexion, l'association L'Aiguillon, qui compte 70 membres, dont 25 à Toulon. À ce sujet, je vous invite à visualiser sur la chaîne du Varois Patriote son interview dans un nouveau format d'émission intitulé « Figure varoise », dans lequel vous pourrez découvrir toutes sortes de personnes, que cela soit au niveau politique, métapolitique, associatif, artistique, voire professionnel, et qui ont tous en commun d'aimer la France et de s'engager à ces différents niveaux, voilà, pour la faire aimer. Passionnés d'histoire, ses sujets de prédilection sont les grands hommes qui ont fait l'histoire, les contextes historiques déterminants et la compréhension de leurs enjeux. Dans le cadre de l'association L'Aiguillon, il est amené à co-organiser des conférences. La dernière en date étant celle donnée par Yann Bizien. La défense des Français est-elle bien garantie dans le temps et dans l'espace, et que vous pourrez retrouver prochainement sur le Varois Patriote, ainsi qu'une interview qui a été faite par Félix. David Roussel aussi est amené à donner des conférences lui-même, voilà, comme dernièrement sur Napoléon II, avec la Société napoléonienne de Marseille. Il nous présente ce soir une conférence intitulée « Des origines de la marine française à la création de la marine royale ». Il s'agit donc du premier volet d'une série de 4 conférences. Je pense qu'on donnera ces 4 conférences, qu'il donnera ces conférences sur 2 ans, parce qu'on posait déjà des questions de cette année, de l'année prochaine. On verra un petit peu. Peut-être qu'il y aura peut-être aussi moyen que l'une d'entre elles soit donnée dans une autre association dont nous couvrons les conférences, on verra un petit peu. Bon. Voilà. David Roussel donc, ne possède pas d'expérience dans la marine, mais nous propose ce soir une vue extérieure de son histoire, moins technique et plus ouverte que ce à quoi vous êtes peut-être habitués. Merci beaucoup David d'être là, et merci donc d'applaudir notre conférencier. Merci Stéphane. Donc bonsoir à tous. Effectivement, je suis passionné d'histoire et je vais essayer de vous transmettre cette passion à travers l'histoire de la marine française. Donc 1203-1715. 1203, je voulais vous l'expliquer pourquoi. Puisque c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir des côtes, ce qui nous a permis d'avoir une marine, parce qu'avant c'était un peu difficile. Et 1715, ça correspond à la mort de Louis XIV, excusez-moi. Correspond à la mort de Louis XIV et donc à l'apogée de la marine royale avec Colbert et Seignelay, comme je vais vous l'expliquer. Ma passion de l'histoire, donc comme l'a dit Stéphane, est liée effectivement au fait que l'histoire est faite par les grands hommes. Ça c'est important pour moi, c'est des histoires humaines. C'est aussi des contextes à chaque fois qui sont très particuliers, des circonstances. Et dans la marine, bien évidemment, le contexte, la météo, les tempêtes ou non, etc. L'arrivée en temps et en heure des flottes fluctue énormément sur les résultats des opérations. Donc il y a une part d'indétermination et de hasard dans l'histoire qui me plaît beaucoup. Et effectivement aussi, la dernière partie, c'est un petit peu ce qu'on appelle le dessous des cartes, c'est-à-dire tout le contexte géopolitique de l'histoire qui nous éclaire sur l'avenir, puisque j'ai pour vous sélectionné trois citations sur le passé qui expriment un petit peu cette passion que j'ai. La première est de Victor Hugo, qui disait l'avenir est une porte, cette porte derrière laquelle on ne sait pas ce qui va se passer, hein, et le passé en est la clé. Voilà une première citation qui me fait aimer l'histoire.
Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. C'est Tocqueville qui annonce ça. On est un petit peu dans la même idée, c'est d'éclairer l'avenir à travers l'enseignement que nous procure le passé. Et enfin, le moins raisonnable de tous, Anatole France, qui dira « Ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir ». C'est peut-être un petit peu excessif, mais en tout cas, effectivement, notre avenir est dans le passé, et notre passé, en tout cas, éclaire beaucoup notre avenir. Donc comme l'a dit Stéphane, je ne suis pas forcément spécialiste de la marine, je vais avoir un éclairage plutôt extérieur et plutôt lié donc au contexte et aux hommes qui ont fait cette histoire-là, et dans le contexte, l'importance de l'histoire de France qui va rythmer toute la présentation de cette première partie. Je vous ai mis quelques points quand même techniques, rapides. Alors les textes qui sont à l'écran, vous n'êtes pas obligé de les lire. C'est plus un support visuel. Ce sont donc soit des photos que j'ai trouvées pour illustrer mes propos, soit des définitions ou des éléments que j'ai trouvés sur Internet, de façon à un petit peu donner un support visuel à cette conférence. Alors dans le lexique de la Marine royale, là on a les différentes catégories de navires, et je vais en parler lors de la conférence. Simplement s'arrêter sur 2-3. La frégate, qui est un bâtiment rapide qui permettait notamment la chasse avec beaucoup de voilure et très peu de poids. La galère qui est un peu dépassée, qui au moment de la Marine royale sera encore utilisée, mais est déjà dépassée technologiquement par les vaisseaux de ligne qui sont les plus gros vaisseaux. Donc là on a généralement 2 ou 3 ponts, ce que n'ont pas les frégates. Frégates, il y en a quelques-unes qui ont 2 ponts, donc 2 niveaux de canon, mais la plupart n'ont qu'un seul niveau, alors que sur les vaisseaux on a des 2 ponts et même des 3 ponts à partir de Richelieu. Donc voilà un petit peu simplement pour préciser. Et le deuxième point, parce que je vais en parler à plusieurs reprises, ce sont les différents grades de la Marine royale. Donc on part de celui de l'amiral de France, je vais y revenir, puisqu'il y a une histoire des amiraux de France qui ont été tour à tour créés puis supprimés. Les vice-amiraux, donc il y en avait 2, un pour le Ponant, donc c'est la partie atlantique, et l'autre pour le Levant qui est la Méditerranée. Ensuite on a le lieutenant général des armées navales et le chef d'escadre, qu'en général une escadre c'est une vingtaine de navires, mais au XVIIe siècle c'est des fois moins. Donc ça ce sont les officiers généraux. Ensuite on a les officiers supérieurs, donc le plus important c'est le capitaine de vaisseau, qui des fois a plusieurs navires à s'occuper avec lui, et le capitaine de frégate. Et ensuite vous avez les rôles d'officier, lieutenant, capitaine de brûlot, enseigne de vaisseau, lieutenant de frégate, jusqu'au capitaine de flûte. Les flûtes sont les plus petits bateaux qui servent surtout d'hôpital en général. Donc, je vous disais, donc, on commence cette présentation en 1203. Pourquoi 1203 ? Puisque c'est à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, que le royaume de France s'agrandit. Et donc je vous ai mis ici la carte de France. Donc le roi de France, lui, c'est en bleu, les possessions du roi de France, donc en 1180. Et en 1223, vous voyez l'agrandissement. Et donc en 1203, c'est l'agrandissement au niveau de la Normandie. Voilà, cet agrandissement, donc fait par les Capéticiens, fait que le royaume de France, qui était avant cela un royaume complètement terrien, a un accès à la mer. Cette genèse paysanne de la France expliquera de nombreuses erreurs stratégiques tout au long de notre histoire, et la conquête de la Normandie en particulier sera l'une des causes des guerres franco-anglaises qui dureront jusqu'à la chute de Napoléon Ier. Donc vous voyez que cette annexion de la Normandie suivra longtemps l'histoire de France. Donc la charge d'amiral de France est créée en 1248 par Saint-Louis, donc qui avait vu la nécessité de disposer d'une force navale. À partir de 1290, après avoir fait appel aux constructeurs génois dans un premier temps pour construire la flotte, Philippe le Bel créa le premier arsenal français, donc qui sera près de Rouen, et qui sera le Clos des Galets, inspiré de celui de Séville.
Donc au commencement de la guerre de 100 ans, la qualité du commandement était assez médiocre et manquait totalement de compétences maritimes. Vous avez par exemple ici la bataille de l'Écluse qui a lieu le 24 juin 1340 et dans laquelle nos deux amiraux en poste ont fait la fatale erreur de commettre à l'ancre. Voilà, ils ont décidé que les bateaux, on mettait l'ancre et puis on combattait, ce qui fut une terrible erreur et qui causa la perte de 160 navires sur les 200 que composait la flotte et qui eut d'énormes conséquences puisqu'elle permit aux Anglais d'avoir la maîtrise de la mer pendant près de 30 ans. Il fallut attendre ensuite Charles V pour avoir une véritable flotte, pour qu'une véritable flotte française soit constituée. Alors le premier personnage que j'ai choisi de vous présenter et qui va jouer un rôle important, c'est Jean de Vienne, qui, le 27 septembre 1373, est nommé amiral de France. Donc cette charge est créée, c'est une charge de la couronne qui est créée par le roi et qui disposera donc à partir de la fin d'année 1373 de pouvoirs militaires, administratifs, judiciaires et financiers. Il encaisse ainsi une partie des butins de guerre et des prix et naufrages, de ce qu'il récupère des naufrages de navires. En contrepartie, il assure l'entretien et l'équipement des ports et le balisage des côtes. Jean de Vienne le fera avec talent et conviction, et malgré qu'il ne soit pas un marin à la base, parce que comme vous le voyez, c'est un comte de Vienne, et à Vienne, il n'y a pas la mer. Donc c'est un terrien qui assurait le premier un rôle important et qui était très conscient de l'importance notamment des infrastructures industrielles et qui commença donc à réorganiser le Clos des Galets dont je vous ai parlé avant à Rouen, en créant notamment la fonction qui est celle aujourd'hui du directeur central des constructions navales afin d'orchestrer la construction des navires français. Grand combattant, il permit progressivement de retourner les armes en faveur du roi de France contre le roi d'Angleterre. Et vous avez ici notamment la campagne d'Angleterre qui est menée en 1377 à 1380 et dans lequel il réussit à atteindre les côtes anglaises et à bombarder plusieurs villes, Plymouth, Dartmouth, etc. Cet épisode est très important puisque ça laissera longuement un souvenir pénible aux Anglais qui ne voudront absolument pas revivre cette expérience-là par la suite, donc ça sera gravé dans leur mémoire. Et la deuxième chose, c'est que ça nourrira la hantise de la montée en puissance de la flotte française par les Anglais, qui verront toujours dans cette montée en puissance une menace pour leur sécurité sur leur île. Et vous connaissez tous la particularité des Anglais, cette île européenne qui maîtrisa longtemps les mers. Donc la fin de l'histoire de Jean de Vienne, c'est en 1390. Il a eu de nombreux succès et arrive Charles VI, qui est un petit peu fou d'après les historiens. Et en tout cas, lui, il n'a pas eu envie de travailler avec lui. Et donc il s'en alla guerroyer en mer Méditerranée. Et c'est en 1396 que celui qu'on appelait le bon amiral trouva la mort dans la bataille de Nicopolis en Bulgarie. L'action de Jean de Vienne restera déterminante dans la conquête du royaume, puisque grâce à cette, si on revient à la carte d'avant, grâce à cette force navale, ça a permis aussi l'agrandissement du royaume français par la maîtrise des côtes. Alors, au XVe siècle, il y aura la guerre de 100 ans, et dans laquelle on constatera le fait que l'absence de flotte française permettra aux Anglais de dominer largement la France. Et donc on arrive à une autre période importante qui est celle des grandes découvertes maritimes, des grandes explorations, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs événements qui sont passés au XVe siècle
Le premier, c'est l'arrivée de l'Empire ottoman qui donc conquiert Constantinople en 1453 et qui bloque l'accès vers les routes de la soie. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième, c'est la Reconquista espagnole, donc en 1492, qui vient bloquer le détroit de Gibraltar et donc là aussi bloquer des voies maritimes. Donc à ce moment, le Portugal notamment, la France ensuite, va chercher à trouver d'autres voies pour aller rejoindre la Chine et la route de la soie. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans la soudaine effervescence de conquête. Donc je vous ai mis les principaux acteurs, hein, bien évidemment Christophe Colomb avec la découverte de l'Amérique, Vasco de Gama, Fernand de Magellan, et enfin le dernier, c'est Jacques Cartier, qui donc opéra sur le Canada. Je vais vous en parler par la suite. Ce qu'on voit par contre apparaître en 1494 avec le traité des Tordesillas, c'est le partage du monde en deux, entre la partie portugaise ici et la partie espagnole du côté du Pacifique. Donc ça, c'est le pape Alexandre IV, excusez-moi, qui accorda donc ce partage du monde en deux aux Espagnols et aux Portugais. Bien évidemment, en 1524, François Ier, qui se rendu compte du caractère offensant de cette décision et qui avait grand pouvoir sur Clément V, donc là on est à Clément V, négocia et obtint que seules les terres déjà découvertes étaient concernées par cet accord, et donc ça laissa le champ libre aux Français de développer leur projet au niveau de l'Amérique du Nord. Non, c'était la bonne diapo, excusez-moi. Non, on est bon. Donc, donc je vous ai parlé de Jacques Cartier. Donc François Ier lui confia cette mission-là. Donc François Cartier est un Malouin de Saint-Malo, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui donc eut la mission d'ouvrir aux Français la route de l'Amérique du Nord. Donc, comme je vous l'ai expliqué, à la base, il va chercher un chemin pour rejoindre la Chine par le nord de l'Amérique, hein, pensant trouver une voie navigable. Alors, Jacques Cartier, lui, possédait une bonne expérience des routes de l'Atlantique, et donc il participa, comme je vous l'ai dit, à l'aventure des grandes découvertes. Fort de cette protection royale, il mena plusieurs expéditions vers l'Amérique, et il fut le premier, le 10 août 1535, à remonter l'un des plus grands fleuves du monde, qui est le Saint-Laurent. Et il baptisa le fleuve du nom de Saint-Laurent, puisque le jour où il entra dans l'embouchure du fleuve, c'était la Saint-Laurent. Donc voilà tout simplement la raison pour laquelle le fleuve porte le nom de Saint-Laurent. Donc la route de la Chine par le nord restait certes introuvable, mais avec lui la France venait de découvrir un vaste pays aux possibilités agricoles immenses. Après lui, j'ai choisi de vous parler d'un Normand. C'est l'armateur Jean Angot. Donc il n'a pas navigué, lui, il était armateur, il construisait des bateaux et il armait des flottes. Et lui, il sut donc notamment s'assurer de solides soutiens financiers pour former ses flottes. Mais aussi, il s'entoura de spécialistes et de marins et de savants afin de mener à bien ses expéditions. L'ampleur de ces affaires était sans pareil, puisqu'elles allaient du Brésil jusqu'à la mer du Nord. Donc il avait un rayonnement sur toute la façade atlantique. Et il mena la vie dure, notamment au commerce ibérique qui prospérait à l'époque. Il arma notamment donc plusieurs expéditions, comme je vous l'ai dit, celle des côtes d'Amérique du Nord en 1524, l'Atlantique du Sud-Est vers l'océan Pacifique en 1527, et vers plusieurs îles de l'océan Indien en 1529.
inaugurant ainsi une longue série de voyages français dans cette région. Alors, voilà un petit peu la période des grandes découvertes. Malheureusement, de nouveau, l'histoire de la marine française est coupée par une période de troubles. Il y a bien évidemment les guerres de religion, donc je vous ai mis un petit récapitulatif ici des différentes batailles qui ont eu lieu à la fin du XVIe siècle lors des guerres de religion. Donc en fait, quand Louis XIII arrive au pouvoir, le royaume est toujours dépourvu de marine de guerre et une part importante de son commerce maritime se trouvait toujours entre les mains étrangères. L'absence notamment de moyens financiers réguliers, mais surtout l'inexistence d'une volonté politique persévérante, et des ports et des arsenaux délabrés, et une structure administrative de type encore féodal, alors que les autres marines avaient bien évolué. Il y avait en plus les différentes amirautés étaient divisées entre plusieurs seigneurs plus incompétents les uns que les autres, et donc la situation était plutôt catastrophique. Dans la situation aussi dans laquelle était la France au début du XVIIe siècle, vous avez la guerre de 30 ans, donc qui fait suite à l'encerclement de la France par les Habsbourg, avec l'Espagne, avec l'Autriche-Hongrie, avec les Pays-Bas espagnols, et dans un premier temps même avec l'Angleterre. Et finalement, la France choisira de s'allier avec les protestants et les Anglais contre les catholiques autrichiens lors de cette guerre de 30 ans. Et vous voyez, là aussi, les préoccupations de la France, elles sont loin de la mer. Hein. Je vous ai parlé des guerres de religion au XVIe siècle. Là, je vous parle de la guerre de 30 ans qui occupe les armées françaises dans un premier temps dans le nord-est de la France, puis ensuite dans la guerre contre l'Espagne. Et enfin, le troisième élément qui est important de comprendre, c'est que au début du XVIIe siècle, la France veut rattraper son retard qu'elle a pris au XVIe siècle, et donc va lancer plusieurs conquêtes, bien évidemment en Amérique du Nord, aussi dans les Antilles au niveau de la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique en 1524, le Sénégal en 1130, jusqu'aux îles Bourgoin de la Réunion, l'île Bourbon qui s'appelle maintenant la Réunion, pardon, en 1642. Donc c'était ces enjeux-là qui vont faire que Richelieu, qui donc, malgré toutes les complexités qu'il y avait, avec cette ambition de mener l'expansion coloniale de la France, réussit à bâtir une flotte qui fera ses preuves au combat, mais aussi à sortir la marine de son archaïsme en la dotant de structures juridiques et administratives centralisées, ce qui lui manquait par le passé, comme je vous l'ai dit, avec cette division entre grands seigneurs. Dès 1127, il supprima les pouvoirs, droits et prérogatives de l'amirauté de France, qui fragmentait la marine, et il devint lui-même grand maître, chef et surintendant de la navigation et du commerce de France, sorte de secrétaire d'État de la marine. Constamment soutenu par le roi, Richelieu sut s'entourer d'une équipe d'hommes à sa dévotion qui vont l'aider dans cette mission. Et donc, comme il a compris l'importance des frontières maritimes, il créa une marine de guerre permanente, tout en développant une flotte marchande indépendante des interventions étrangères, notamment génoises. Il eut même recours à la propagande, puisque les Français n'avaient pas changé, étaient toujours autant désintéressés des conquêtes maritimes, et donc il fit des campagnes de publicité pour promouvoir ce développement de la marine française. Il échoua cependant à organiser un commandement de la flotte française, mais il réussit néanmoins à améliorer les pratiques administratives en adoptant différents règlements et organisa un commandement inter chargé de la logistique et du paiement des soldes de façon centralisée. Il se préoccupa aussi des infrastructures à terre pour assurer la construction et l'entretien de la flotte. C'est donc, par exemple, en 1637, comme je vous l'ai dit, que le premier vaisseau français à 3 ponts fut construit, la Couronne,
et il est lancé depuis la Bretagne à la Roche-Bernard, qui abrite un important chantier de construction navale créé sous ses ordres. Lorsque le cardinal meurt en 1642, la situation s'est considérablement améliorée. L'expansion vers les mers lointaines est amorcée, comme je vous l'ai montré, et l'on peut dire que la France commence à rattraper l'énorme retard pris au siècle précédent sur les autres puissances maritimes. Richelieu, fondateur de la puissance maritime française, donna une véritable théorie de la puissance navale et de son rôle garantissant la politique et la diplomatie d'un État. Donc il a vu l'aspect stratégique qu'avait la marine pour un État moderne. Après lui vinrent les Colbert. Alors je dis les Colbert puisqu'il y a le père et le fils, Seignelay, son fils. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que les troubles en France intérieurs n'ont toujours pas cessé. Et là on a la période de la Fronde, donc la Fronde qui se divise en deux parties. Une première, une Fronde du Parlement qui n'a pas perdu ses ambitions de pouvoir. Et ce sont des seigneurs et des vassaux du roi. Et ensuite, dans un deuxième temps, la Fronde de la Ligue qui va déstabiliser un petit peu le pays. Et notamment, en plus dans cette fronde, les grands maîtres de la navigation et du commerce, par exemple Gabriel d'Estrées et son fils François, ont pris part à cette fronde. Donc ça crée d'autant de distance entre le roi et la marine. L'objectif des Colbert, alors ici vous avez Jean-Baptiste Colbert, celui qui est le plus connu, et ensuite Jean-Baptiste Antoine Colbert, donc le marquis de Seignelay, son fils aîné. Donc l'objectif de Colbert et de son fils était de doter la France d'une puissance militaire et commerciale qu'elle n'avait possédée que brièvement au cours de l'histoire, comme je vous l'ai montré, et donc que ça soit maintenant durable. Donc avec énergie et ténacité, même si ce n'étaient pas forcément des innovateurs, hein, ils étaient plutôt là pour systématiser les procédés, ils poursuivirent 4 grands chemins. Le premier, c'était de bâtir une solide flotte de guerre pour protéger le commerce national. Le deuxième, c'était de développer la navigation marchande pour reprendre le contrôle du trafic maritime. Donc on retombe sur ce qu'avait fait Richelieu avant eux. Et le troisième, c'était de développer la navigation marchande pour reprendre le contrôle du trafic maritime. Non, ça c'était le deuxième, pardon. Créer de puissantes compagnies commerciales pour dynamiser l'économie du pays. Et enfin, développer l'expansion vers les colonies. Et le tout, donc, comme je vous l'ai montré, dans un contexte économique très défavorable, lié aux guerres intérieures, et un faible soutien de l'opinion publique, donc ça c'est la constante, mais avec la confiance de Louis XIV, qui était pourtant très peu porté sur le sujet, mais qui avait confiance dans les Colbert pour mener à bien ces 4 projets. Et la réussite des Colbert fut vraiment sans égal, puisqu'en moins de 20 ans, ils ont réussi à doter la France de 120 vaisseaux de ligne, les plus gros navires, 200 navires au total. Et c'est un redressement unique dans la marine française. Et donc avec cette escadre, on a pu mener différentes opérations que je vais vous évoquer par la suite. Comment il procéda? Dès 1660, il replaça progressivement les attributions du grand maître dans les mains du roi, et avec notamment la mort du puissant Beaufort, qui était à ce moment-là le maître de la marine. Et donc à sa mort en 1669, il supprima cette charge. Ainsi, l'amiral avait les attributions judiciaires et fiscales, et le secrétaire du roi, ou le roi, donc lui-même, avait le choix des hommes qui allaient servir la marine et les rôles militaires. Donc c'est à ce moment-là, vraiment, que la marine devient royale. Donc c'est la création de la marine royale. C'est en 1669, lors de la suppression du rôle de maître de la marine. Colbert put enfin librement organiser le recrutement, puisque c'était lui qui en avait la charge par l'intermédiaire du roi.
la formation, le commandement de la marine. Il créa donc un véritable corps d'officiers de la marine, fondant à Brest, Rochefort et à Toulon 3 compagnies de garde marine destinées à former les jeunes cadres. Un réseau d'intendants de marine fut constitué, ce qui préfigure un petit peu les préfets maritimes que créa Bonaparte un petit peu plus tard. Par contre, il échoua à mettre fin au système de la presse. Vous savez, le système de la presse, c'était ce système de recrutement des marins où on embrigadait un petit peu de force les marins pour aller servir sur les bateaux, puisque c'était plutôt pas très bien payé, puis on partait loin de la France, et donc il n'y avait pas beaucoup de volontaires. Mais malgré tout, ils s'intéressaient à leur sort, aux marins, à ceux qui étaient embrigadés de force, notamment en créant les invalides de la marine, qui existent toujours, donc pour aider les enfants des victimes les enfants des marins qui sont victimes de la guerre. Et il a aussi retiré le régime des fournitures de vivres des mains des capitaines, puisque c'était donc en le confiant, comme je vous l'ai dit, à un pouvoir terrestre, puisqu'avant c'était les capitaines de navires qui étaient responsables du ravitaillement de ces troupes, et forcément il en mettait un petit peu dans sa poche, et il faisait un peu de trafic avec tout ça, et donc des fois les marins n'étaient pas forcément bien nourris, donc là c'était l'intendance qui s'occupait de tout ça, et qui s'assurait que le bateau parte avec suffisamment de vivres pour que tout le monde soit bien nourri pendant le trajet. Donc, comme je vous l'ai dit, il créa aussi une puissante structure industrielle avec des arsenaux modernes et les industries de pointe qui l'entourèrent, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on va se rendre compte qu'il y a besoin d'avoir des industries de haute technologie autour des arsenaux pour assurer le développement économique de l'arsenal. Donc, je vous ai mis ici l'arsenal de Toulon qui a été créé vers 1670. Il en a créé plusieurs, notamment un à Marseille qui n'a pas duré très longtemps, mais il en avait même créé un à Marseille. Doté de la plus grande flotte de l'époque, d'infrastructures solides, la marine de guerre permanente devint après eux indispensable à la France et donc il n'y eut plus elle devint une arme de la France qu'on n'abandonna plus jamais. Sur le plan commercial, par contre, Colbert se heurta hélas à l'individualisme et à l'éternel manque d'adaptation des Français aux situations nouvelles. Et les investissements privés, malheureusement, restèrent principalement destinés à des placements privés, stériles et n'alimentèrent pas le développement de cette marine commerciale. Le décollage économique des régions littorales fut cependant une de ces grandes œuvres, comme je vous l'expliquais, avec le développement des arsenaux et de toute l'industrie qui en entourait. Seul vrai bémol qu'on peut mettre à Colbert, c'est que c'était quelqu'un qui était obsédé par la maxime de l'ordre et qu'il manqua de créer les états-majors, c'est-à-dire cette réunion des grands chefs militaires qui permet de décider des opérations. Et c'est ce qui existait notamment dans la marine anglaise. Ils avaient compris à cette époque-là qu'il était important de laisser aux marins et aux officiers supérieurs le soin de diriger les opérations. Et nous, malheureusement, Colbert ne sut pas créer cet état-major, et je crois qu'il fallu attendre la Première Guerre mondiale pour vraiment avoir la création des états-majors français de la marine, si je ne dis pas de bêtises. Cette prédominance donc, du gestionnaire, c'est un petit peu ce qu'étaient les Colbert, sur le combattant, sera une marque un peu qui marquera durablement l'histoire de la marine, comme je vous l'ai dit, pendant plusieurs dizaines d'années. Dans les grands personnages, le premier dont je vais vous parler, qui a servi à la marine royale, c'était Duquesne. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que la difficulté pour les Colbert, c'était d'avoir des officiers supérieurs qui soient formés, puisqu'il héritait d'une situation, comme je vous l'ai dit, qui était un petit peu en dents de scie. Et notamment de créer donc ce corps d'officiers compétents et qui est capable de commander les escadres de la Royale à des échelons élevés. Les meilleurs éléments qu'il y avait à l'époque, c'était Sourdis et Maillet-Bézé, mais ils étaient morts. Le marquis de Terne et le chevalier Paul étaient beaucoup trop âgés pour mener le combat.
Et comme je vous l'ai dit, le très incompétent duc de Beaufort, lui, d'après Colbert, il lui restait à apprendre le métier de général, qui est le plus difficile de tous. Donc vous voyez qu'il n'était pas très compétent dans son métier. D'ailleurs, Beaufort, comme je vous l'ai dit, avait lui-même participé activement à la Fronde, et il avait participé à l'apparition de deux clans à l'intérieur de la marine, les frondeurs et ceux qui étaient favorables au roi, et une marine qui était déjà partagée entre ceux qui étaient les protégés de Mazarin et ceux qui étaient plutôt du côté de Fouquet et du roi. Il y avait en plus des marins qui étaient protestants, notamment en Bretagne et en Normandie, qui s'affrontaient avec les catholiques, donc ça à l'intérieur même de la marine. Hein. Et il y avait aussi les catholiques qui étaient notamment ceux qui étaient issus de l'ordre de Malte. Et il y avait aussi la rivalité entre la marine du Levant, donc vers l'Atlantique, vers la Méditerranée, et la marine du Pontant vers l'Atlantique. Et il y avait même une dernière division entre ceux qui étaient plutôt vers les galères, qui appartiennent au passé, comme je vous l'expliquais au début, et ceux qui étaient plutôt favorables aux vaisseaux de guerre. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de divisions à l'intérieur de la marine. En plus, l'indiscipline était généralisée, comme tout bon Gaulois, et l'avidité personnelle était une tare éternelle de la royale. Et donc, ce qui fera dire notamment à Testard de la Guette, qui était intendant de Toulon à cette époque-là, il dit « À l'exécution, on remarque que tout consiste à trouver les moyens de gagner de l'argent. Je vous avoue que cela me donne de la colère contre ces gens-là. » Il dénonçait cette emprise de l'argent sur les motivations des marins. Et donc, parmi les vieux éléments de cette marine, le Grand Duquesne, donc un Dieppe-poix protestant, émergea grâce à ses compétences et en dépit de graves fautes et d'un caractère très rugueux, parce que c'était un homme pas très commode. Pardon. Donc c'est un fils d'armateur qui était donc un navigateur expérimenté. Il se distingua donc à la bataille de Guétaria en 1638, qui lui fit comprendre que s'il devait y avoir une victoire marine, elle devait être totale sur la flotte adverse. Il ne fallait pas se contenter de petites escarmouches, mais il fallait détruire complètement la flotte adverse pour s'assurer le contrôle de la mer. Fidèle au roi pendant la période de la Fronde, il réprima la révolte de Bordeaux en 1649 avec des navires qu'il arma lui-même. Il vint donc mater les frondeurs bordelais. Comme je vous l'ai dit, il avait un caractère assez rude. Il était à la fois ambitieux, cupide, avaricieux, grincheux, revendicateur, chicanier et procédurier. Et il était en conflit permanent avec tous ses collègues, avec tout son entourage. Et il ne reconnaissait que l'autorité du roi. Et encore, vous allez le voir, il y a des fois, il en faisait comme il en voulait. Donc, influençant considérablement Colbert, avec qui il était souvent en conflit. Hein. Vous voyez, il a à la fois l'expérience, mais en même temps, toujours dans la chamaillerie. Cet autodidacte dirigea en 1666 l'expansion de l'arsenal du Havre, avant de commander entre 1674 et 1676 l'escale qui, pour soutenir les habitants de Messine, vainquit la coalition hispano-hollandaise. Ce fut la plus glorieuse action qui ait jamais été exécutée par aucune armée navale, dira Colbert. Ces dernières campagnes eurent pour théâtre donc la Méditerranée et la lutte contre les pirates barbaresques. Il bombarda notamment Chios, donc avec les nouveaux systèmes de bombardement, et malgré l'avis négatif du roi. Et ensuite, il intervint à Alger en 1682, en 1683, et enfin à Gênes en 1684. Malheureusement, c'était un calviniste chevronné et obstiné surtout, et donc à la révocation de l'édit de Nantes en 1686, il dut renoncer à ses fonctions. Malgré tout, par rapport à tout ce qu'il avait fait, il ne dut pas quitter la France ou se convertir au catholicisme, comme ce fut le cas pour les autres protestants à la même période, lors de cette révocation de l'édit de Nantes. Il mourut 2 ans après,
C'est le meilleur officier de son époque et il fut témoin notamment de la transformation et vraiment de la révolution navale qui a eu lieu au XVIIe siècle, puisque autant sur le plan terrestre, il n'y a pas eu de grande révolution militaire, autant sur le plan naval, on a assisté à un vrai changement de méthode pour mener les guerres navales. Vous avez ici donc un exemple de la grande encyclopédie, un petit peu plus tard, hein, mais qui montre bien, donc on est avec les vaisseaux de ligne, qui se suivent tous les uns les autres. Il y a une distance de plusieurs dizaines de mètres, je crois 50 mètres entre chaque navire. Il y en a à l'avant qui aiguille, à l'arrière qui récupère les blessés un peu plus espacés l'un et l'autre. Et surtout, les deux lignes se combattent. Les canons sont positionnés sur le côté et on vient combattre de flanc. Hein, alors que les galères avant avaient plutôt les canons à l'avant et tiraient de face à l'ennemi. Donc là, on assiste vraiment au combat naval qu'on connaît tous à travers les films. Ensuite, je vais vous parler donc du comte de Tourville. C'est un Normand catholique cette fois-ci qui a commencé très tôt à l'âge de Malte, à l'ordre de Malte, puisqu'il fut admis à 4 ans, vu ses titres de noblesse. Et c'était, à l'inverse de son prédécesseur, un homme à la fois courtois, modeste et rempli d'aménité. Il a fait son apprentissage, donc, comme je vous l'ai dit, dans l'ordre en Méditerranée, et il n'aborda qu'assez tardivement les autres mers du Nord. Il recevra ses grands commandements dans la seconde marine royale, donc la première c'est celle de Colbert, la deuxième c'est celle de Seignelay, et techniquement cette deuxième marine était beaucoup plus améliorée techniquement que la première, tant dans les navires, hein, qui étaient à 2 ou 3 ponts maintenant, les fameux vaisseaux, que dans les armes et dans les hommes. Intrépide, c'était quelqu'un qui avait le coup d'œil, qui voyait rapidement. Il était audacieux et fin tacticien, et il se distingua rapidement en Méditerranée dans la lutte contre les activités barbaresques, fortement nuisibles donc au commerce maritime de la France en Méditerranée. Il a passé 5 ans à Malte, notamment, et il a pu remarquer à ce moment-là que les navires turcs avaient des qualités nautiques très intéressantes, notamment c'était des bons marcheurs, ils allaient très vite, et ils étaient plus manœuvrants que ceux de l'ordre. Et ce qui lui fit proposer par la suite à Colbert une évolution des navires. Il lui proposa d'avoir des navires notamment plus longs, avec moins de tirants, pour avoir ses qualités nautiques. Il est admis à 24 ans comme capitaine de vaisseau, et il a une promotion qui est extrêmement rapide. Donc il a eu plusieurs commandements en Méditerranée, et ensuite il a rejoint d'Estrée dans les opérations en mer de Hollande, et dans les mers du Nord, pardon, contre la Hollande, et aux côtés de la flotte anglaise, puisqu'à cette période-là, on était alliés avec l'Angleterre. Il faut suivre, hein, les alliances françaises fluctuant souvent. Donc vous avez ici sa participation dans la libération des Messinois, donc à Messine en Sicile. Vous aviez les Messinois qui étaient pris par les Espagnols et avec l'aide de la flotte hollandaise, et donc il participa donc à la bataille d'Agosta, puis ensuite à celle de Palerme, et il se signala donc pour son habileté et ses manœuvres, et comprit rapidement que la problématique des transmissions d'ordre, vous savez, les fameux drapeaux qui permettaient aux différents bateaux de ligne de recevoir les ordres en fonction du drapeau, ou la nuit en fonction des éclairages, puisqu'il y avait aussi des signes pour la nuit. Il suivra donc du Caen en Méditerranée pour secourir les Messinois, comme je vous l'ai dit, et il fut promu chef d'escadre à la suite de ses exploits, et c'était un des plus grands tacticiens de la flotte française. À partir de 1680, il devint le principal conseiller technique de Colbert, puis de Seignelay, succédant donc à Duquesne.
Aucun aspect du métier de marin lui échappait, hein, il connaissait tout. L'artillerie, avec les bombes explosives de Renault, ça qui permettait les bombardements, c'était un ingénieur français Renault qui les inventa. C'est un entraîneur d'hommes, bien évidemment. Il développa notamment les frégates écoles, les futurs bateaux écoles pour former les jeunes officiers. Et il créa aussi l'école de canonnage de Toulon pour apprendre à utiliser les canons. Et il s'intéressa même à l'hydrographique. Donc l'hydrographique, c'est d'aller voir la profondeur des fonds qui permet de savoir comment on peut construire des ports et, le long des côtes. Et notamment, un élément important, c'est de comprendre que dans la Manche, face à l'Angleterre, les côtes françaises sont moins profondes que du côté anglais, qui se prête plus à l'implantation des ports. En fait, il a fallu creuser, il a fallu du temps à la France pour avoir des ports face à l'Angleterre, Le Havre et Dunkerque, parce que les sols étaient beaucoup moins profonds. Donc ça, il s'est intéressé à cette science de l'hydrographique. Et comme je vous l'ai dit, jusqu'à l'élaboration d'un projet de construction de navires, il avait notamment vu qu'il fallait standardiser la construction, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas un navire qui ressemblait à l'autre, et il avait proposé des plans d'harmonisation de la construction. Ça a été refusé, il fallut attendre un siècle de plus pour avoir une harmonisation des constructions de navires, et avoir des bateaux tous les mêmes. Jusque-là, c'était tous différents, ils avaient tous leur caractère. Il est promu lieutenant général, vous vous rappelez au début, dans les plus hauts postes, en 1682. Et c'est en 1689, qu'a lieu sa promotion en tant que vice-amiral. Et il va participer notamment à la guerre contre l'Angleterre avec la flotte royale, puisqu'il y a eu un changement de paradigme avec la Glorieuse Révolution. Donc la Glorieuse Révolution, c'est quoi? C'est, il ne faut pas que je fasse d'erreur, Jacques Ier, si je ne dis pas de bêtises, le fils de... je vais me tromper. Le premier fils du roi... non, c'est Charles Ier, Charles II. Donc, Charles Ier meurt, Charles II, son fils aîné, prend la succession du royaume d'Angleterre. Charles II meurt, et donc c'est Jacques II de Stuart qui vient sur le trône d'Angleterre. Sauf qu'il règne quelques années à Londres, sauf que c'est un catholique, et au moment où il annonce qu'il va avoir un héritier, les protestants anglais, voyant qu'il allait avoir la réinstallation d'une dynastie catholique en Angleterre, chassent Jacques II de Stuart et font appel à Guillaume III, Guillaume d'Orange en fait, qui avait des pouvoirs au niveau de la Hollande, sur le trône d'Angleterre. Jacques II de Stuart se réfugie en France sous la protection du roi Louis XIV, et Louis XIV va essayer à 2 reprises de remettre Jacques II sur le trône d'Angleterre. Et ça va donc être l'objet de cette grande bataille de Bévésier. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que Louis XIV n'avait pas compris la dimension stratégique qu'avait la marine, et il dissociait un petit peu les différents éléments. C'est-à-dire que pour prévoir un débarquement sur les côtes anglaises, il avait bien compris qu'il fallait à un moment faire le ménage au niveau de la mer, mais il n'avait pas compris qu'il fallait le faire simultanément, qu'il fallait dégager la voie, puis ensuite emprunter. Voilà. Donc il n'a pas compris qu'il a fait juste un coup d'épée dans l'eau, que fut cette bataille de Bévésier. Néanmoins, ce fut un grand succès, puisque à la tête d'une flotte de 108 navires et de 28 000 hommes, il batut notre cher comte de Tourville, battu la flotte anglo-hollandaise dans la Manche. Donc Bévésier, c'est au large de Plymouth, si je ne me trompe pas. Et cette victoire, c'est une victoire qui se fait sur les 2 plus grandes puissances navales de l'époque. La Hollande, alors ce sont les Provinces-Unies à l'époque, hein, ça ne s'appelle pas encore la Hollande sera un petit peu plus tard. Les Provinces-Unies et l'Angleterre, qui sont les 2 grandes puissances navales. Donc cette victoire de la France seule contre les 2 grandes puissances navales fait vraiment, à ce moment-là,
de la flotte française, la plus forte flotte du monde. Hein. On est vraiment la première flotte européenne et mondiale, et on arrive à battre les deux plus grandes armées coalisées. Hein. Donc, vous voyez l'exploit permis donc par Richelieu, puis après lui par les Colbert, de créer cette formidable flotte. Donc la conséquence, c'est que ça a permis par la suite aux corsaires français, donc les corsaires ne sont pas des militaires, ce sont des privés, mais qui sont régis par un code du roi, donc ce ne sont pas non plus des pirates, et qui vont attaquer les convois marchands. Et donc ça a permis aux corsaires français de pouvoir régner sur les mers pendant un demi-siècle, hein, cette victoire. Vous voyez, les conséquences sont importantes. Quelques années plus tard, il attaqua de nouveau la flotte, mais cette fois-ci, il était à 52 navires contre 127. Hein, la flotte qui devait venir de Toulon avec d'Estrée, si je n'ai pas de bêtises. En tout cas, la flotte qui remontait de Toulon n'est pas arrivée suffisamment tôt à Brest. Ils ont subi une tempête en Méditerranée. Comme je vous ai dit, le hasard et les éléments interviennent. Et donc, malgré tout, Louis XIV, encore une fois, qui n'avait pas tout compris, lui dit « Non, non, tu embarques et tu y vas ». Et donc, il part avec ses 52 navires et il se retrouve contre 127 navires anglais et hollandais. Et malgré ça, il arrive à avoir aucune perte pendant le combat. Alors, il y a eu quelques pertes après, puisque en repartant, il a subi une autre tempête et quelques navires ont échoué. Mais lors du combat, il n'y a eu aucune perte. Donc, vous voyez vraiment la grande supériorité de la marine royale sur la Hollande et l'Angleterre. Donc il est nommé maréchal de France en 1693 et il retourne en Méditerranée avec 152 navires. Vous voyez, il a réussi à ce moment-là à rejoindre les deux, la flotte du Levant et du Potent. Et vous imaginez bien que si un an plus tôt, il avait réussi à réunir 3 fois plus de navires contre les Anglais et les Hollandais, je pense que l'histoire de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle en mer aurait été complètement différente. Il était atteint de la tuberculose et il mourut donc en 1701. Après lui, je vais vous parler de Jean Bart. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que toute cette politique maritime a coûté très cher à la France et toutes ces guerres, hein, puisque Louis XIV mènera 5 grandes guerres. Donc il y avait la guerre de 30 ans, celui de Mancroute, la guerre de Hollande, dont je vous ai parlé avec les combats contre la Hollande quand on était allié avec les Anglais, la guerre de la Ligue de Habsbourg, donc pour essayer de remettre Jacques II de Suarte sur le trône d'Angleterre, puis la guerre de succession d'Espagne qui coûta très cher, et donc la situation financière et économique de la France est très dure, on l'a tous appris. 1700, c'est vraiment les caisses du roi Louis XIV sont vides. Il a vécu au-dessus du train de vie qu'il pouvait avoir, notamment lié aux différentes dépenses navales. En plus, il y a eu plusieurs crises qui ont eu lieu à ce tournant du XVIIIe siècle. Des canicules, des hivers glaciaux, qui entraînent des famines et des épidémies, avec des pics de mortalité impressionnants dans la population civile. Et donc, ce qui devient maintenant très déterminant, c'est l'approvisionnement en denrées alimentaires de la France. Ça devient vraiment l'enjeu principal, et ça va axer toute la politique de la guerre maritime à cette période. Et donc, de tous les marins de la Royale, Jean Bart est sûrement celui qui a le plus marqué la mémoire collective. Et il a notamment fait plusieurs exploits spectaculaires, et il avait une personnalité qui était très originale. Donc il a surtout navigué dans les mers du Nord. Il a commencé à 12 ans, hein, souvent il y a beaucoup de marins qui commencent très jeunes, et dans un premier temps il se livra plutôt à la contrebande, donc il était plutôt corsaire. Il s'engagea, puisqu'à l'époque ça se faisait, il n'y avait pas d'attachement à la nation, il s'engagea auprès de la Hollande, et il participa notamment au raid sur la Tamise,
organisé par les Hollandais et qui provoqua une panique terrible à Londres. Et donc il fut parmi cette flotte, c'était Ruyter, l'amiral hollandais qui commandait, et il se rendu compte à ce moment-là que l'histoire appartient aux audacieux. Hein. À 22 ans, lorsque la guerre de Hollande éclate, donc la guerre de la France contre la Hollande, bien évidemment, là, à ce moment-là, il revient en France et il reçoit les commandements d'une petite galiote avec laquelle il réussit à capturer 7 navires ennemis. Vous voyez, il avait vraiment des talents impressionnants. Hein. Donc on lui confia des bâtiments de plus en plus importants. Et à la fin du conflit en 1678, au total, en tant que corsaire, on lui attribue 92 prises de navires ennemis et de navires marchands. Donc il est recommandé à Colbert, il rejoint la Royale en 1679 avec le grade de lieutenant de vaisseau. Alors il a été brièvement fait capturer, il s'est retrouvé avec moins de navires contre les Anglais, il a été fait capturer à Plymouth et à cette époque-là, il y avait une certaine éthique entre les marins et donc l'emprisonnement n'était pas très sévère. Et notamment lui, je crois qu'il prétexta quand il croisa donc il monta sur une barque, il partit avec 4 camarades et quand il croisa la flotte anglaise, il leur dit je pars à la pêche. Donc il a mis 3 jours pour traverser la Manche et aussitôt il est remonté sur un navire et il est reparti en avant. Donc il participe à la guerre des ligues d'Augsbourg, donc de 1688 à 1697. C'est là qu'il accomplit ses plus beaux exploits et qu'il est promu capitaine de vaisseau en 1689. En 1692, il repart en mer pour intercepter une flotte marchande et capturer 15 navires. Vous voyez, c'était vraiment sa spécialité, hein, surtout fait d'abordage en fait. En 1693, donc il accompagne Tourville sur les côtes portugaises. C'est là où il y avait la fameuse flotte de 150 navires. Et ils réussirent à intercepter notamment le convoi de Smyrne. Donc le convoi de Smyrne, c'était un convoi anglo-hollandais qui partait vers le Moyen-Orient et qui emmenait de fabuleuses richesses et qui avait lieu tous les ans. Et donc il récupéra ce convoi, je crois que c'était 1 600 000 livres de mémoire de richesses, en tout cas un butin fabuleux, et ça provoqua d'énormes faillites à Londres, puisque c'était un manque à gagner pour les financiers londoniens. Donc comme je vous l'ai dit, à partir de 1693, la situation dramatique sur le plan alimentaire fait qu'il va participer à de nombreuses opérations pour aller secourir des navires marchands, notamment provenant de Norvège, puisqu'on avait acheté 30 navires de blé, et il est parti les sauver, puisqu'il y avait un blocus anglais, et il y avait la flotte hollandaise qui était en train d'attaquer ce convoi. Et en infériorité numérique, il réussit à libérer la voie pour ce convoi. Et cet exploit lui valut la croix de Saint-Louis, qui est décernée pour les valeurs militaires. L'année suivante, il repart et il va libérer cette fois-ci 170 bâtiments. Et c'est à ce moment-là qu'on lui donna les lettres de noblesse. Par la suite, il va participer à la défense de Dunkerque, puisque le blocus anglais va essayer de bloquer le port de Dunkerque. Et à 2 reprises, ils vont essayer de rentrer dans le port de Dunkerque. Et lui, il va mener des assauts pour maintenir la flotte anglaise à distance du port et les empêcher de prendre Dunkerque. Et il reçut à ce moment-là une pension de 2000 livres, une pension annuelle de 2000 livres, ce qui était énorme pour l'époque, puisqu'il avait sauvé le port de Dunkerque. En 1696, il repart, il capture cette fois-ci une quarantaine de navires marchands anglo-hollandais. Vous voyez, ces exploits sont vraiment impressionnants. En 1697, il est promu chef d'escadre, mais il meurt peu de temps après de maladie. La légende fait de Jean Bart le modèle des corsaires.
puisqu'il a commencé sa carrière, comme je vous l'ai dit, dans le privé. Mais en fait, il a accompli la plus grande partie de sa carrière dans la Royale, dans la marine militaire. Et donc, c'est un petit peu un... Voilà, quand on dit, dans ses mémoires, il a écrit qu'il était le corsaire du roi. Mais oui, c'est un corsaire, mais qui est devenu membre de la marine royale. Et à ce titre-là, il n'était plus corsaire. Et il a servi la plus longue partie de sa carrière en tant que marin du roi. Tacticien heureux, il avait une audace exceptionnelle, comme je vous l'ai dit. Il était surtout l'homme des coups de main. Et ce qui lui manquait, c'était la dimension stratégique nécessaire au commandement de grandes escadres. C'est pour ça qu'il il commanda principalement des petites escadres. Jamais il a fait de grandes batailles comme ses prédécesseurs. Le suivant, René Duguay-Trouin. Donc lui, c'est une nouvelle génération de marins qui vont surtout faire la guerre de course, la guerre contre les navires marchands et moins la guerre de ligne en face à face contre une flotte. Et c'est lié à la situation des 20 dernières années du règne de Louis XIV. Donc, même chose, il est rentré dans la légende comme un corsaire, mais comme Jean Bart, il a effectué l'essentiel de sa carrière en tant qu'officier de la Royale. C'est quand même particulier de remarquer qu'en France, on a maintenu ce mythe-là, de faire croire que toutes les réussites étaient celles des corsaires, et tous les échecs étaient ceux de la marine royale. Or, ce n'est pas le cas. C'est vraiment, ces corsaires-là, ils ont beaucoup plus de mérite quand ils ont servi la marine royale que quand ils étaient corsaires. Donc, il a commencé, lui, sa carrière pour servir dans les ordres. Et pour la petite histoire, il dit que c'est là qu'il a appris à être un vrai libertin. Voilà, parce que les mœurs étaient déjà assez distancieuses chez les catholiques. Et donc, sa mère le fit revenir à Saint-Malo à la mort de son père. Et il reprit la vocation de la famille qui était vouée à la mer. Alors, il souffrait du mal de mer tout au long de sa carrière, comme quoi on peut être un grand marin et avoir le mal de mer. Et donc, il embarquait à 16 ans sur ses premiers navires comme volontaire, donc dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg pour la succession du trône d'Angleterre. Il a eu plusieurs exploits en mer qui fait qu'il a eu ses premiers commandements à 17 ans. Et à partir de 1693, il commandera même des bâtiments de la marine royale suite à tous les exploits qu'il a accomplis en mer. Lui aussi fut fait prisonnier rapidement par les Anglais, à Plymouth lui aussi, avec la liberté de circuler dans les rues. Bon, lui, comme il avait appris chez les jésuites le charme des femmes, il se fit aider par une amie, une très jolie marchande anglaise, et qui lui procura les moyens de son évasion. C'est un petit peu moins glorieux que celle d'avant, mais il repartit aussi vite qu'il était venu, et donc il reprit la mer. Il reçut l'épée d'honneur lui aussi, suite à toutes les victoires, et on lui confia même une petite division avec laquelle il réussit à faire prisonnier le vice-amiral Wassenaer, c'était un Hollandais. Vous voyez, c'était vraiment un grand combattant. Il est fait officier de la marine à 23 ans avec le grade de capitaine de frégate. Il y a eu une courte période de paix entre 1697 et 1702, mais dès le début de la guerre de succession d'Espagne, il va y participer. Il navigua presque sans arrêt, il fit subir au commerce ennemi des pertimances, et il dirigea des opérations dont l'influence stratégique influença sur le cours du conflit, donc de cette guerre d'Espagne, de succession d'Espagne. À 31 ans, il fut promu capitaine de vaisseau, et en 1709, il fut anobli. À 36 ans, grâce à ses talents de chef et de tacticien, spécialiste de l'abordage, il avait à mariner au total 300 navires marchands et 20 vaisseaux de guerre. Parce qu'il s'en prenait aussi aux vaisseaux de guerre qui protégeaient ses convois marchands. Vous voyez, un palmarès unique. C'est de loin le marin le plus habile et le plus efficace que le roi
eu. En 1711, je suis revenu en arrière, non? Donc en 1711, il réussit sa plus grande opération, qui fut de faire financer une armada qui allait attaquer Rio de Janeiro. Donc vous avez la baie de Rio de Janeiro qui est là, avec la particularité, un petit peu comme Toulon, d'avoir une faible embouchure. Et donc il réussit à faire financer cette opération. Et il revint avec donc le commandant de la place, paya une rançon, donc c'était aux Espagnols, et il reçut 1350 kilos d'or et de nombreuses marchandises précieuses. Et ça poussa un petit peu le Portugal et l'Angleterre a signé la paix en 1712. J'ai dit une bêtise, c'était une possession portugaise. Vous l'avez marqué quelque part. Donc il est promu chef d'escadre en 1715 et il finira lieutenant général et il mourut en 1736. Les deux derniers dont je voulais vous parler sont Jean-Baptiste Ducasse. Donc lui, il fait vraiment partie de la dernière partie du règne de Louis XIV. Et ça montre que les hommes qui avaient du talent pouvaient réussir dans la marine et que ce n'était pas uniquement ceux qui étaient là pour d'autres raisons, puisque c'était un... Je suis perdu. Puisqu'il n'était pas issu des grandes lignées de la marine. C'était un personnage qui est complètement oublié de la marine aujourd'hui. Il n'y a aucun navire qui a porté son nom, alors qu'il a contribué à rendre des services essentiels à la marine française et à l'Espagne, en sauvant les deux pays d'une catastrophe financière qui aurait eu des conséquences incalculables. Donc, il a, à sa décharge, peut-être pour ça qu'il est moins connu, il n'a pas rencontré de grandes victoires comme Bévezier, mais son activité était incessante et il montra qu'il était important de libérer les voies maritimes. C'est vraiment un spécialiste de cette forme de guerre, la guerre de course, hein, donc avec les vaisseaux rapides, avec beaucoup de voilures. Et il opéra dans un périmètre beaucoup plus large que Jean Bart, puisqu'il alla de l'Atlantique jusqu'aux Caraïbes et même vers l'Empire américain. Donc, comme je vous l'ai dit, il est né à Pau, donc pas du tout dans une famille de marins, et il finira lieutenant général des armées navales. Il commence dans le commerce, où il rejoint la Compagnie du Sénégal, mais par sa réputation, puisqu'il installa les premiers comptoirs et découvrit le fleuve Gambie, il est nommé commandant général des établissements français de la côte Afrique. Et ensuite, en 1686, il intègre la marine royale pour aller découvrir les côtes d'Afrique jusqu'au Bénin. Et par la suite, il va mener des opérations aux Antilles. C'est là qu'il sera nommé gouverneur de Saint-Domingue. Donc Saint-Domingue, c'est devenu Haïti par la suite. Donc la partie française, c'est la partie occidentale de l'île. La partie orientale était espagnole. Et donc il s'occupa en tant que gouverneur de l'île pendant 10 ans de l'essor prodigieux de l'île, à la fois sur le plan économique et sur le plan de la défense, puisque c'est une île avant qu'il arrive qui avait été envahie il y avait eu un débarquement anglo-hollandais sur l'île, et donc il va assurer la défense et la prospérité économique de l'île. C'était quelqu'un de populaire, de très humain, était très apprécié, très accessible. Et il développa aussi le peuplement de l'île, et ce peuplement n'était pas, à cette période-là, fait par la traite négrière. La traite négrière était très marginale jusqu'en 1713 dans la Royale, enfin dans l'histoire de France. Et comme il était protestant, c'était un huguenot, lui, il a fait appel surtout à des protestants et à des juifs pour venir peupler Haïti. Donc c'était pas des nègres qui ont été appelés pour peupler l'île, en tout cas jusqu'à 1713, hein, puisque moi je m'arrêterai à cette période-là.
Il capture Carthagène avec une flotte, donc c'était une riche possession espagnole, et ce qui contraint donc l'Espagne à signer la paix avec la paix à Riguich avec la France. Par la suite, on devient allié de l'Espagne, encore un retournement d'alliance, puisqu'il y a la guerre de succession. Le roi de France veut mettre, c'est son petit-fils de mémoire, un Bourbon, comme vous le savez, qui va reprendre le trône d'Espagne, mais les Habsbourg veulent mettre un Habsbourg à la place sur le trône, et donc pour éviter toujours l'encerclement de la France, la France se retrouve alliée avec le grand-père, avec le petit-fils, contre une coalition qui réunit toutes les nations européennes, à la fois l'Autriche-Hongrie, la Prusse, les Provinces-Unies, donc la Hollande, l'Angleterre, le duché de Savoie, je crois que j'en oublie pas. Et donc le rôle que va jouer Ducasse, ça va être un petit peu d'être comment dire, le chef d'état-major des flottes françaises et espagnoles. Alors, la flotte espagnole, suite à la Grande Armada, suite à la bataille de Lépante à la fin du XVIe siècle, est réduite quasiment à néant, et elle participera très peu. C'est principalement la flotte française, mais en tout cas, c'est lui qui est en tout cas qui garant de l'amitié et de la confiance entre la France et l'Espagne. Il sera un rôle un petit peu d'ambassadeur français à Madrid. Il est nommé chef d'escadre. Il mena la plus longue bataille navale de l'histoire moderne. C'était au large de Santa Marta, c'est au nord de la Colombie, contre l'escale anglaise qu'il battu. Et d'ailleurs, l'amiral Benbow, blessé lors de cette bataille qui durera une quinzaine de jours, du 20 août au 5 septembre 1702, mourut des suites des blessures. Et ils s'affrontaient, et je crois ils étaient quasiment 1 contre 2 en termes de force navale. Les Anglais étaient 2 fois plus nombreux et avec des gros vaisseaux. C'est dire l'agilité de navigation qu'il avait. Il participa ensuite à la demi-victoire de la bataille de Vélez Málaga, qui est la plus grosse bataille de l'époque moderne. Précédemment, c'était la plus longue. Là, on est sur la plus importante en termes de force. Vous voyez, 50 vaisseaux du côté français, plus 8 frégates et 9 brûlots. Et donc 24 galères, donc 4 espagnols, mais qui n'interviendront pas dans le combat. Et du côté anglo-hollandais, 53 vaisseaux et 12 bâtiments. Donc les forces étaient à peu près équivalentes. Donc vous avez les deux lignes qui s'opposent, avec les bateaux qui sont derrière, qui aident. Vous avez les brûlots aussi qui tirent sur le côté. C'est de là que viendra, puisque c'était les Français qui utilisaient des brûlots, des canons qui tiraient par-dessus. On avait un canon voilà. C'est de là que viendra le fait que les Anglais préféreront être sous le vent, si je ne dis pas de bêtises, pour se cacher justement par la fumée, et les Français, eux, préféreront être... non, c'est l'inverse. Les Anglais préféreront être sur le vent pour... voyant que quand leur bateau prenait feu, la fumée, le vent emmenait la fumée vers les bateaux français et bloquait la vue des Français. Donc eux, ils préféreront avoir le vent pour eux, et les Français, eux, préféreront être cachés par la fumée et pouvoir bombarder avec les brûlots. Donc voilà, ça date de cette bataille-là. En tout cas, c'est une demi-victoire, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de grands vainqueurs. Néanmoins, c'est à ce moment-là que l'Angleterre récupéra Gibraltar, et on sait l'importance qu'avait Gibraltar, et les Espagnols ont très peu défendu l'île, ce qui était une erreur stratégique. Il reçut des mains de Philippe V la Toison d'Or, qui était une récompense prestigieuse qui était remise qu'aux nobles, mais lui, même s'il n'était pas noble de naissance, il l'a reçu pour tout son rôle qu'il joua dans cette campagne. Et il participa enfin au blocus de Barcelone, qui permit en 1714 la prise de la Catalogne, puisque la guerre d'Espagne en fait finit pas en 1713 mais en 1714. Je crois que j'ai raté une diapo. Non. Le dernier personnage dont je voulais vous parler, c'est Jacques Cassard,
Lui aussi, donc c'est vraiment la fin du règne de Louis XIV. Il a une carrière fulgurante parce qu'il passe du grade de petit corsaire à celui de capitaine de vaisseau en 4 ans. Vous voyez comme quoi la promotion était très importante et que c'était vraiment le talent qui faisait foi. Donc il est né à Nantes, il navigua principalement entre 1797 et donc il montra à partir de 1797 et il montra des compétences de navigateur. Il est reçu capitaine marchand dans un premier temps, à 25 ans. Et il se lance lui aussi dans la guerre de course, liée à la guerre de succession d'Espagne, multipliant les captures. Alors, il interviendra notamment suite aux événements qui se produisent entre 1707 et 1709, avec tout d'abord le siège de Toulon, que je vous ai mis derrière. Donc c'est le prince de Savoie qui franchit la frontière piémontaise, et qui franchit ensuite le Var et qui vient jusqu'à Toulon pour envahir Toulon. Je vous ai mis les éléments ici. Et donc les Anglais et les Hollandais, les Anglais principalement, bloquent la sortie de la rade de Toulon. Même si l'opération est un échec, ils ont dû couler notre flotte dans la rade de Toulon, notre escadre. Et ça laissa, pour le coup, la domination aux Anglais sur la Méditerranée. Il faut ajouter à ça les menaces de famine qu'il y a eu avec un terrible hiver en 1709. Et donc, il fut chargé d'aller récupérer des convois de vivres. Donc, alors lui, c'est plus spectaculaire. Lui, des fois, il part à 3 contre 15. Contre une escadre anglaise, il attaque à 3 contre 15. Il démate quand même 2 vaisseaux ennemis et tous les autres, ils partent. Vous voyez un petit peu le niveau de combativité de Cassard. Et il dégage ainsi la route d'un convoi de 26 marchands vers Marseille, qui revenait de Constantinople de mémoire. Donc cet exploit lui valut d'être admis dans la marine royale avec le grade de capitaine de brûlot, un des plus bas. Mais il est reparti aussitôt, cette fois-ci pour aller aider un convoi de 80 navires qui arrivaient cette fois-ci de l'Atlantique, de l'Amérique du Sud, puisqu'on est allié à l'Espagne. Et même chose, il permit l'arrivée des 80 marchands qui arrivèrent à Toulon et à Marseille, à tel point qu'il est considéré comme le sauveur de la Provence. On lui doit à M. Cassard une belle chandelle. Il est promu capitaine de frégate en 1710, il continua à aller chercher de nombreux convois au Levant et en Méditerranée, tout en faisant la chasse au commerce ennemi. Et en 1711, il est même appelé au secours de l'armée française en Espagne, donc en Catalogne, pour assurer le ravitaillement en blé. Il part ensuite sur des campagnes en Afrique, aux Antilles, contre les possessions anglaises et hollandaises. Et il permit de montrer que la flotte française, même si elle n'avait plus la force qu'elle avait 20 ans ou 25 ans plus tôt à Bévésier, restait capable de porter des coups aux Hollandais et aux Anglais, et notamment dans les mers lointaines, comme l'avait fait Duguay-Trouin, vous vous souvenez, à Rio. Il réussit plusieurs coups de main avec son escadre. Il est promu capitaine de vaisseau. En 1713, malheureusement, heureusement, la paix survient avec l'Angleterre et la Hollande. La politique étrangère, axée maintenant sur une entente avec l'Angleterre, va produire une réduction importante des forces navales. Et donc l'inaction devient pour lui un fardeau. En plus, il a des procédures financières, puisque c'est un petit peu la particularité, vous l'avez vu, avec les problèmes financiers de la fin du règne de Louis XIV. On est obligé de faire appel à des investisseurs privés, notamment lui, il a affaire aux investisseurs marseillais qui sont... Voilà, qui n'ont pas changé. Et ce qui est problématique, en fait, c'est que comme il sert l'armée, la marine française,
la Marine royale, son objectif, c'est principalement pas de s'emparer de richesses et d'assurer la profitabilité de l'expédition, mais avant tout d'assurer des victoires militaires ou tactiques, notamment les ravitaillements qu'il fait. Et donc il s'avère que dans l'expédition qu'il monte au large des Antilles, ça coûte plus cher que ça n'en rapporte. Et donc il rentre en procédure judiciaire, notamment avec un certain, je l'ai noté par là, non, ça doit être noté là à l'écran. En tout cas, voilà, il a des déboires judiciaires, il finit en prison, et il mourut en 1740 dans la misère. C'est un marin qui est doué de qualités rares. Il avait des qualités et des dons exceptionnels de tacticien, et spécialiste de l'escorte des convois marchands, des opérations amphibies. Vous savez, c'est les opérations où on fait des débarquements d'hommes, parce qu'aux Antilles, il a mené de nombreuses opérations de débarquement sur les comptoirs anglais et hollandais. Et c'est vraiment le précurseur des marins modernes, à la fois avec cette compétence d'escorte et de débarquement. Par la suite, pour conclure cette conférence, la formation des officiers de la marine deviendra de plus en plus scientifique. Il y aura tout un parcours à suivre pour devenir officier. Notamment, ça a hérité notamment du Chaffaut, qui était un responsable de la marine, parce que la carrière de Cassard et celle de Jean Bart et de Duguin-Trouin sont vraiment des autodidactes qui sont à l'inverse de cette formation militaire théorique approfondie qu'il y aura par la suite. Et dit autrement, et ce sera la conclusion, est-ce que l'art du commandement s'apprend dans les écoles? C'est la question par laquelle je conclurai cette conférence.